Donc à moi aussi de vous souhaiter la bienvenue pour ce rendez-vous de l'INSEE et vous remercier pour votre présence. Donc le thème, c'est la fécondité. Alors pourquoi avons-nous choisi ce thème? Je voulais illustrer simplement le choix par deux graphiques sur lesquels on reviendra au cours de cette session. C'est deux graphiques qui sont issus du bilan démographique de la Bretagne que nous avons sorti récemment, début 2025. Et donc sur le graphique de gauche, on y voit l'évolution du nombre de naissances et l'évolution du nombre de décès. Et ce que l'on voit surtout, c'est que depuis une dizaine d'années, le nombre de décès, donc la courbe en bleu, dépasse largement et de plus en plus le nombre de naissances qui est représenté par la courbe en rouge. Et en fait, la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, c'est ce qu'on appelle le solde naturel. Donc en Bretagne, le solde naturel est négatif depuis une dizaine d'années sur l'ensemble de la région, et seul un département se distingue, c'est l'Ille-et-Vilaine, où le solde naturel est encore positif. La deuxième courbe sur la droite illustre un autre phénomène. On y voit, donc tout en haut, si on regarde pas la décomposition par âge, mais juste le total, on y voit l'évolution de la population bretonne. Et en fait, on voit que la Bretagne attire de nouveaux habitants, puisque sa population continue de croître chaque année et à un rythme supérieur à la moyenne nationale. Revenons au premier graphique. Le premier graphique, ce qui est intéressant, c'est que la baisse de la natalité est constante depuis de nombreuses années. Or, cette baisse de la natalité dépend de deux facteurs. D'une part, le nombre de femmes qui sont en âge d'avoir des enfants et d'autre part, du nombre moyen d'enfants par femme. Et en fait, en Bretagne, ces deux phénomènes se conjuguent au sens où le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants diminue et celles-ci ont en moyenne moins d'enfants qu'auparavant. Alors, la question qui se pose, c'est comment mesurer le nombre de femmes, le nombre d'enfants par femme. C'est mesuré par différents indicateurs et en particulier un indicateur très important qui est l'indicateur conjoncturel de fécondité. Donc là aussi, on y reviendra pour le définir et pour indiquer comment il évolue. Alors, ces grandes tendances que je viens de lister rapidement se retrouvent également au niveau national, au niveau européen et aussi au niveau mondial. Et on a même une étude de l'ONU qui est parue cette semaine pour tirer une sonnette d'alarme sur la baisse de la fécondité. Alors, revenons maintenant à notre présentation d'aujourd'hui. Donc, comme les fois précédentes, nous avons deux présentations. Donc, la première présentation va donner enfin, va donner le cadre national, va revenir sur les sources dont on dispose sur la fécondité, sur la natalité. Et ce sera Hélène Tello, comme l'a dit Julien, donc responsable de la section comptabilité démographique à la direction générale de l'INSEE, qui fera cette première présentation. Et ensuite, on aura une deuxième présentation sur les principaux chiffres relatifs à la fécondité et son évolution en Bretagne, tant au niveau de l'ensemble de la Bretagne qu'à l'intérieur même de la région. Donc sur ces petits mots, sur ce petit mot d'introduction, maintenant, je laisse sans tarder la parole à Hélène sur le cadrage national. Bien, donc bonjour à tous. Comme Julie et Nathalie l'ont dit, je suis Hélène Tello et je travaille sur la comptabilité démographique et en particulier sur les naissances à la division enquête et études démographiques de la direction générale de l'INSEE. Donc je suis ici pour vous parler de l'évolution récente des naissances et de ce dont nous disposons à l'INSEE pour les analyser. Je vais commencer par un point sur les sources que nous avons à l'INSEE pour l'analyse des naissances. C'est peut-être un petit peu laborieux, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire à l'INSEE avec ce dont on dispose. Donc, première source très importante que nous avons à l'INSEE, ce seront les données d'état civil. C'est-à-dire qu'en fait, on récupère les données fournies à la mairie à la naissance d'un enfant. Ces données, elles ont l'avantage d'être exhaustives, puisque nous avons toutes les naissances ayant eu lieu sur le territoire français. Elles ont aussi l'avantage d'être sur un historique long, puisque nous avons les informations depuis 1901.
et elles sont disponibles très rapidement puisqu'on peut produire des chiffres au mois M+1. L'inconvénient, c'est que c'est une information en photo, en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'information un peu longitudinale sur la famille qui va accueillir cet enfant. Et en plus, on a peu d'informations pour qualifier les naissances dans ces données d'état civil. La deuxième source qu'on a, donc, c'est l'état civil combiné avec les estimations de population. Et ça nous permet de calculer les indicateurs de référence, dont le fameux indicateur conjoncturel de fécondité que Nathalie a cité. Cet indicateur, en fait, il fournit le nombre d'enfants qu'auraient les femmes si leur comportement de fécondité à chaque âge était les mêmes que ceux observés l'année considérée. Donc, en fait, il permet de rendre compte des conditions de fécondité à une date donnée, indépendamment, en fait, de la structure par âge. Donc, c'est un indicateur qui est extrêmement précieux parce qu'il nous permet de faire des comparaisons dans le temps et dans l'espace, de nous comparer avec nos voisins européens, etc. Ce qui est donc extrêmement utile. Il est calculable rapidement, ça aussi c'est très utile, mais il est basé sur une génération fictive de femmes. Donc il ne rend pas vraiment compte de la fécondité réelle des femmes. Et donc pour avoir la fécondité réelle, en fait, c'est plus l'indicateur de descendance finale qu'il faut regarder. Donc le deuxième indicateur que je vous cite ici. En fait, la descendance finale, c'est le nombre moyen d'enfants qui a été eu par une génération de femmes. Donc ça, c'est un indicateur qui est aussi très intéressant. Le problème de cet indicateur, c'est qu'en fait, on doit attendre la fin de la vie féconde d'une génération de femmes pour le calculer. Donc, il ne va pas rendre compte de ce qui se passe vraiment actuellement. Donc, par exemple, en 2024, on dispose en gros du nombre d'enfants obtenus par la génération qui est née en 1974 et donc qui a 50 ans cette année. Donc ça, ce sont des sources qui nous permettent un peu d'avoir des informations en photo, si j'ose dire. Et en fait, on a aussi d'autres sources qui nous permettent de faire des études sur le comportement de fécondité. La première, c'est l'échantillon démographique permanent, l'EDP. C'est un panel d'individus qui sont sélectionnés selon leur date de naissance et pour lesquels, en fait, l'INSEE va rassembler les informations dont il dispose dans d'autres sources administratives ou pas, d'ailleurs. Donc dans l'état civil, dans les données de salaire, dans le recensement, etc. Donc cette base, elle nous permet d'avoir des informations au niveau individuel. Donc on va avoir dans cette base la distribution du nombre d'enfants, notamment la part de femmes sans enfants, qu'on peut par définition pas avoir dans les données d'état civil, ou encore sur le calendrier des naissances, etc. Donc c'est une source qui est très riche, mais elle a l'inconvénient par rapport aux données d'état civil de ne pas être exhaustive, puisque c'est un échantillon d'individus et aussi d'être disponible avec délai. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va avoir le DP de 2022. Et donc, la deuxième source très utile pour l'étude des comportements de fécondité, eh bien, c'est le recensement de la population, où là, il y a un repérage indirect des naissances, puisqu'on va avoir les enfants recensés l'année N et déclarés nés l'année N-1. Donc, les avantages sont les mêmes que ceux de l'EDP. Il y a même des informations encore plus riches, par exemple sur le diplôme, etc. Mais dans le recensement, on sait qu'il y a un sous-repérage des naissances et aussi, en fait, c'est restreint aux enfants présents dans le logement. Et donc, typiquement, en cas de garde alternée, ça peut faire des situations un peu plus complexes dans l'analyse de la situation familiale. Voilà. Après ce point source, je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait de ces sources sur l'analyse des naissances. Donc, la première chose qu'on fait, alors ça, c'est un suivi comptable, c'est le suivi mensuel des naissances. Donc là, par exemple, fin juin, on va donner les naissances de mai 2025. Donc, chaque mois, à la fin du mois enfin, on va donner les naissances de M-1. Donc, je vous ai mis le lien ici si ça vous intéresse. On réalise aussi annuellement un bilan annuel des naissances. Le prochain, qui va porter donc sur les naissances de 2024, sera diffusé fin juillet. Donc, je vous ai mis aussi le lien vers la nouvelle édition. Les indicateurs démographiques de fécondité, donc ICF, descendance finale, etc., sont publiés lors du bilan démographique qui est publié tous les ans en janvier et dans l'INSEE Résultats Situation démographique, en fait, qui reprend les indicateurs du bilan mais qui est publié un peu après avec plus d'informations. Donc tous les ans, le bilan démographique, il est publié en janvier. Donc là, le dernier, publié en janvier 2025, qui portait sur 2024. Donc ça, vous avez les indicateurs, donc le fameux ICF, la descendance finale, et puis évidemment d'autres indicateurs aussi sur l'espérance de vie, etc. Mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pareil, je vous ai mis les liens.
Et donc, on fait aussi des études un peu ad hoc à partir des sources, donc soit EDP, soit recensement, etc. Donc là, je vous ai mis une liste non exhaustive, évidemment, quelques exemples de ce qu'on a pu produire les années précédentes, enfin ces dernières années. Donc sur la fécondité après 40 ans, ou selon le niveau de vie, ou sur les femmes immigrées. Donc maintenant que j'ai fini avec le point source, donc je peux vous raconter un peu ce qu'on sait sur les naissances à l'INSEE. Sur cette diapositive, donc au niveau national, hein, sur cette diapositive, vous avez le nombre annuel de naissances en France depuis 1901. Donc c'est la France métropolitaine en bleu et la France, donc y compris les DOM en rouge. Donc ce qu'on voit, donc ça, ce sont les chiffres qu'on a publiés lors du bilan démographique de 2024. Et à ce moment-là, on estimait qu'en France, 663 000 bébés étaient nés en 2024. C'est un nombre de naissances qui diminue de 2,2% en 2024, après une baisse de 6,6% en 2023, une baisse historiquement élevée en 2023. Ce qu'on voit, c'est que en France métropolitaine, on n'avait pas vu un niveau de naissance aussi faible depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, et que par rapport au dernier point haut de 2010, le nombre de naissances en 2024 est de près de 22% inférieur. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, les naissances, elles ont continué de diminuer en 2024, alors qu'avec la forte baisse de 2023, on se demandait un peu si elle allait avoir un rebond des naissances. En fait, est-ce que c'était juste un décalage du calendrier des naissances pour certaines femmes ou pas? Et ce qu'on voit, c'est que même si la baisse, elle est moins forte en 2024 qu'en 2023, elle reste tout à fait importante. Alors, sur ce graphique, vous avez l'indice en base 100 en 2010 du nombre de femmes aux âges les plus féconds, donc 30-34 ans en bleu clair, 35-39 ans en bleu et 25-29 ans en vert. Et également l'indice en base 100 du nombre de naissances en rouge, ici. Et sur l'échelle de droite, vous avez en jaune l'indicateur conjoncturel de fécondité. En fait, comme l'a dit Nathalie, hein, les naissances elles dépendent de deux facteurs, du nombre de femmes en âge d'avoir un enfant et de leur fécondité. Alors, contrairement manifestement à la région Bretagne, en France au global, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, il est plutôt stable ces dernières années, quelle que soit la tranche d'âge, et que du coup, c'est bien la baisse de la fécondité, hein, qui est ici représentée par l'ICF, qui explique la baisse des naissances. Là, ce qu'on voit en 2024, c'est que l'ICF, il s'élève à 1,62 enfants par femme. Et donc, c'est une baisse qui se poursuit après la très forte baisse de 2023. Et ça ne se voit pas sur ce graphique, mais en fait, il faut remonter jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale pour voir un ICF aussi faible. Alors, cette diapositive, elle présente en fait le taux de fécondité. Alors, c'est un graphique qui présente le taux de fécondité par tranche d'âge. Donc, vous avez sur l'axe désordonné le nombre d'enfants pour 100 femmes en abscisse les années. Et chaque courbe représente une tranche d'âge, des tranches d'âge de femmes. Et donc, ce qu'on voit, sur ce graphique, c'est que depuis 2010, le taux de fécondité, il recule chez les femmes de tous les âges, en fait. Mais c'est surtout notable pour les femmes les plus jeunes, donc 25-29 ans et 15-24 ans. Là, ce qu'on voit, c'est que ça baisse vraiment depuis 2010. En fait, c'est de façon assez continue. Pour les femmes de 30 à 34 ans, ça s'était un peu tassé, ça diminuait, mais plus légèrement dans les années 2010. Et là, sur la période récente, la baisse est tout à fait notable aussi. Et même les femmes de 35-39 ans, où la fécondité avait plutôt bien résisté dans les années 2010, malgré la baisse quand même des naissances, et bien sur la période récente, les taux de fécondité diminuent également. Pour les 40-50 ans, c'est relativement stable, mais comme vous pouvez le constater, le taux de fécondité est très faible. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le recul de la fécondité, il concerne toutes les femmes, enfin, pas toutes les femmes, mais toutes les tranches d'âge de femmes, enfin, toutes les femmes de tous les âges, pardon, mais surtout quand même aux âges les plus féconds. Alors, ce graphique, il présente toujours le nombre d'enfants pour 100 femmes en ordonnée, et là, il est en fonction de l'âge détaillé en abscisse à diverses années. Donc, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que le pic de fécondité,
non seulement ils se déplacent aux âges les plus élevés, donc par exemple, en 2010, le pic de fécondité, il était à 30 ans, ici, alors qu'en 2024, il est à 31 ans. Donc en 14 ans, il y a un décalage d'un an sur le pic de fécondité. Et non seulement il se déplace vers les âges les plus élevés, mais surtout il est moins marqué que par le passé. En 2010, donc le pic était à 30 ans avec 15 enfants pour 100 femmes, alors qu'en 2024, il est à 31 ans avec 11,7 enfants pour 100 femmes. Alors ici, je vous présente notre fameux indicateur de descendance finale dont je vous ai parlé tout à l'heure. En ordonnée, alors c'est un graphique, je pense, qui n'est pas hyper simple à comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, je trouve qu'il est assez parlant. Donc en ordonnée, vous avez le nombre d'enfants pour 100 femmes, toujours. En abscisse, vous avez l'âge des mères. Et chaque courbe représente une génération. Alors, une génération, une génération. Donc, par exemple, la courbe bleu clair, c'est la génération de femmes qui est née en 1965, qui a donc 65 ans aujourd'hui. Et donc, on peut considérer qu'elle a fini sa vie féconde et on peut regarder combien elle a eu d'enfants en moyenne et à chaque âge. Donc là, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que ici, c'est que les femmes nées en 1965, à 30 ans, donc 30 ans, elles avaient 1,3 enfants en moyenne par femme. Et donc, ça a progressé avec l'âge. Et à 45 ans, elles avaient eu en moyenne 2 enfants. C'est ce qui est écrit ici, ouais, 1,30 pour la génération 65 et 2,03 à 45 ans. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, au fil des générations, le nombre d'enfants à 30 ans, il a nettement diminué, hein, de 75, 65, la génération, pardon, 1960, 1965, 1970, 1975, etc. Mais qu'à la fin de la vie féconde, finalement, elles se sont un peu rejoints. Donc on voit par exemple la génération qui est née en 1975, elle avait 1,11 enfants à 30 ans en moyenne, et elle finit tout de même à 2,03 enfants à 45 ans, comme la génération 65, alors qu'elle a démarré beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça, là, bon, pour la génération 90, évidemment, on n'a pas beaucoup d'historique, si j'ose dire. Enfin, elle a 35 ans aujourd'hui, donc on ne peut pas dire ce qui va se passer sur la fin de la période. On voit quand même que là, il y a quand même un gros gap, hein, parce que la génération, elle est à moins de un enfant par femme à 30 ans. Mais l'avenir nous dira si elle rejoint ou pas également les générations passées sur la descendance finale à 45 ans. Et donc tout ça, ce que ça dit, en fait, c'est qu'il y a un décalage de l'âge à la maternité. Sur ce graphique, vous avez l'âge moyen à la maternité par année en fonction du rang de naissance de l'enfant. Donc l'ensemble en bleu, et là, ce sont les naissances de rang, enfin les premières naissances, rang 1, sa première naissance, rang 2, deuxième naissance, etc. Et donc ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'en 67, ici, les femmes avaient leur premier enfant, donc sa courbe rouge, à 24,2 ans. Et en 2023, c'est à 29,1 ans. Donc c'est 5 ans plus tard qu'en 1967. Je finis cette présentation par une petite mise en perspective européenne, hein. C'est que bon, malgré tout ça, la fécondité en France reste une des plus élevées de l'Union européenne. Donc là, je vous ai mis les chiffres de 2022, l'indicateur conjoncturel de fécondité en 2012 et en 2022 en France ici, dans le total de l'Union européenne ici, puis pour quelques pays de l'Union européenne. Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'en 2022, la France avait l'indicateur conjoncturel de fécondité le plus élevé d'Europe, notamment bien supérieur à la moyenne qui était à 1,46. Nous, on est à 1,80 à peu près, supérieur à l'Allemagne, avec qui on se compare régulièrement, et nettement supérieur à, par exemple, l'Espagne ou l'Italie, qui sont autour de 1,2 enfants par femme. Donc ce diagnostic sur les naissances, il permet de dire des choses, mais il laisse quand même de nombreuses questions en suspens, hein. Est-ce qu'on assiste à une baisse conjoncturelle ou à une baisse durable de la fécondité? Bon, là, ça fait quand même une quinzaine d'années, on peut se dire que c'est assez durable. Mais est-ce que ça peut encore reculer ou est-ce que c'est juste en fait la mise en place d'un nouveau calendrier des naissances, hein? Par exemple, si l'âge à maternité recule énormément et que en fait les femmes qui n'ont pas eu d'enfants aujourd'hui font quand même leurs enfants dans 5, 10 ans, est-ce que les naissances vont reprendre ou au contraire, est-ce qu'en fait on va assister vraiment à un nombre de femmes soit sans enfants, soit avec beaucoup moins d'enfants qu'avant, plus important dans les années à venir?
Et donc oui, ça rejoint cette question, hein, quelle descendance finale en fait pour les générations récentes et les prochaines. Pour éclairer, essayer d'éclairer un peu tout ça, on a quelques travaux prévus en 2025. Bon, d'abord le bilan sur les naissances, qui est un bilan un peu à plat, qui va sortir fin juillet, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a aussi une publication qui va sortir en juillet 2020, là, dans un mois, qui est sur l'âge à la maternité et l'évolution depuis une cinquantaine d'années. Et on prévoit de faire une publication en fin d'année ou en début d'année prochaine sur l'évolution des comportements de fécondité au fil des générations, donc avec le fameux échantillon démographique permanent dont je vous ai parlé en début de présentation, donc âge au premier enfant, enfin ça on a déjà parlé, mais espacement entre naissance, distribution du nombre d'enfants, etc. Donc bonjour à tous, je suis Jean-Marc Lardou, donc je suis chef de projet à l'INSEE Bretagne. Donc je vais vous présenter l'évolution de la fécondité en Bretagne et dans ses territoires. Alors cette présentation en fait sera en trois parties. Tout d'abord, donc quelques données de cadrage démographique qui sont tirées de notre publication INSEE Flash Bretagne numéro 111, donc intitulée Bilan démographique 2024 en Bretagne, un sol naturel de plus en plus déficitaire. Nathalie, dans son introduction, a déjà évoqué cette publication. La deuxième partie donc, va porter donc, sur les principales évolutions de la fécondité bretonne. Et là, ce seront des informations donc, issues d'une autre publication, un autre INSEE Flash Bretagne, qui lui est intitulé en 2023, un quart des naissances de moins qu'en 2006 en Bretagne. Et puis enfin, on fera une petite analyse territoriale de la natalité à l'échelle donc des EPCI, hein, les établissements publics de coopération intercommunale. Donc tout d'abord, quelques données de cadrage donc, issues donc, du bilan démographique 2024. Alors, un premier tableau donc intitulé Près de 3,5 millions d'habitants en Bretagne. Alors, il faut savoir que la Bretagne, donc avec 3,5 millions d'habitants, en fait, c'est grosso modo 5% de la population française. En 2024, donc, il y a eu 28 600 naissances domiciliées. Et à côté de ça, il y a eu 37 900 décès. Donc, le solde naturel, Nathalie l'a évoqué tout à l'heure, hein, la différence entre les naissances et les décès est fortement négatif hein, en 2024, puisqu'il est donc égal à 28 600 moins 37 900, c'est-à-dire moins 9 300. Autre indicateur démographique donc de cadrage, Hélène en a parlé tout à l'heure, donc l'indicateur conjoncturel de fécondité en 2024, hein, où là, donc en Bretagne, on est à 1,55, donc inférieur donc, au niveau national qui est de 1,62. Et puis, juste quelques éléments donc, sur l'espérance de vie à la naissance. Donc, en Bretagne, pour les femmes, de 85,2 ans. Pour les hommes, 79,4 ans. Et là aussi, on est donc sur des valeurs inférieures donc, au niveau national. 85,6 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. Ensuite, donc un graphique donc, qui vous a été montré par Nathalie tout à l'heure, donc, où on voit effectivement donc, en rouge l'évolution de la courbe des naissances, hein. En bleu, l'évolution donc, de la courbe des décès, avec bien sûr donc, toute une période, hein, la fameuse période qu'on a appelée du baby boom, donc, qui commence juste après donc, la Seconde Guerre mondiale et qui se termine donc, à la fin des années 60, où on voit qu'en Bretagne, et d'ailleurs comme dans les autres régions françaises, hein, on a un niveau de naissance vraiment très élevé. On voit qu'on est encore fin des années 60, donc à 45 000 naissances par an. Et puis ensuite, effectivement, donc une diminution de ce nombre de naissances jusqu'à donc un point bas qui a été évoqué par Hélène tout à l'heure, hein, 1993-1994, où là, effectivement, on était vraiment dans un creux donc, de natalité. On a eu une remontée donc, en Bretagne jusqu'en 2006, hein,
Et par contre, depuis 2006, on voit qu'on a une baisse quand même assez importante qui, voilà, qui fait que, on se retrouve donc en 2024 donc avec, moins de 30 000 naissances par an. Alors parallèlement, donc, on a donc ici l'évolution des décès. On voit qu'elle est relativement stable, vous voyez jusque dans les années, 2010. Et puis après, donc on a une montée assez importante, donc qui coïncide avec, l'arrivée aux âges de forte mortalité, donc, des, 1res générations du baby boom. Et là, on voit que donc en 2015, en fait, on a eu un croisement donc avec, un nombre de décès, qui, dépasse celui des naissances et on voit que l'écart, hein, donc d'année en année, augmente fortement. Donc en partie rose, on a le solde naturel positif, donc avec, des naissances supérieures aux décès et par contre donc, dans la partie bleue, des décès supérieurs aux naissances et on voit que l'écart entre les 2 courbes donc, augmente d'année en année. On était à moins 8 300 en 2023. En 2024, on est à moins 9 300. Vous voyez, on a perdu donc 1000 donc en 1 an et donc ça, c'est au niveau régional et si on fait la même chose, en fait, par département, on voit, en fait, que seule l'Ille-et-Vilaine, est encore donc en 2024 avec un solde naturel positif. Mais c'est un solde naturel aussi qui diminue d'année en année. Là, on est encore à plus 1500 en 2024. Voilà, donc une autre diapo qui vous a été aussi montrée par Nathalie tout à l'heure, où là donc on représente donc, l'évolution donc de la population, bretonne, par, grande tranche d'âge. On voit qu'en 1975, donc il y avait à peu près 2,6 millions, d'habitants donc en Bretagne. On est à 3,5 donc, en 2025. On voit que la part des que le nombre de moins de 20 ans donc a plutôt tendance quand même à diminuer, hein, sur l'ensemble de la période. Celle des 20-60 ans, donc plutôt tendance quand même à augmenter et puis surtout, la part des 65 ans ou plus qui, elle, augmente de façon, assez impressionnante. Juste quelques chiffres, hein, en 1990, on avait 426 000, personnes qui étaient âgées de 65 ans ou plus. En 2025, on en a 847 000, donc c'est-à-dire le double. La part de la population des 65 ans ou plus dans l'ensemble de la population, bretonne, c'était 15,3% en 1990 et c'est aujourd'hui 24,4%. Donc ça veut dire que, à l'heure actuelle, en fait, 1 Breton sur 4 a au moins 65 ans. Si on regarde maintenant donc, l'âge moyen de la population bretonne, on est à 44,1 ans, donc c'est supérieur, à, l'âge donc, moyen donc en France qui est de 42,5 ans. Et puis aussi donc, si on regarde un indice qui est assez intéressant, c'est l'indice de vieillissement, donc j'ai mis la définition juste en bas de ce graphique, hein, c'est le rapport de la population des personnes de 65 ans ou plus sur celle des jeunes de moins de 20 ans. Eh bien, en Bretagne, maintenant, on est à un indice donc qui est supérieur à 100. Il est à 111,1, alors qu'en France, on est encore, à un niveau, donc inférieur à 100, à 94,8. Donc ça veut dire, hein, concrètement qu'en Bretagne, donc on a une part de, 65 ans ou plus qui est plus importante que, les moins de 20 ans. Voilà, donc après ces quelques données de cadrage, on en vient maintenant donc à l'évolution donc de la fécondité donc, depuis, 2006. Alors un premier graphique donc, où on vous montre donc, l'évolution des naissances domiciliées en Bretagne depuis, 1975, selon le type de commune. Alors on voit que, en 1980, on était encore à un niveau élevé, hein, du nombre de naissances puisqu'on était à près de 40 000, hein, 39 900.
On a ensuite eu une baisse, on l'a évoqué tout à l'heure, donc avec un creux en 1993-1994. Une remontée en Bretagne, donc jusqu'en 2006. 2006, donc c'est le dernier pic de natalité connu dans la région, où là on était à 37 800 naissances, hein. Et puis depuis, vous le voyez, hein, donc une baisse d'abord lente et puis ensuite un peu plus prononcée, et à la fin très prononcée donc du nombre de naissances, 28 900 donc en 2023 et donc 28 600 en 2024. On voit donc que la baisse des naissances en fait concerne en particulier donc les communes urbaines, avec une diminution donc du nombre de naissances pratiquement continue sur l'ensemble de la période. On voit que concernant les communes rurales autonomes, on a aussi donc une baisse en particulier donc depuis 2006, hein, du nombre de naissances. Et puis, on voit aussi que pour les communes rurales sous influence des pôles, donc grosso modo, hein, les communes autour des grandes villes bretonnes, on voit qu'on a eu une évolution un petit peu autre, avec une augmentation donc du nombre des naissances à peu près jusqu'en 2010-2011. Et par contre, depuis, on a aussi donc une tendance à la baisse pour ce type de communes. Alors un nouveau graphique où là, on montre l'évolution donc des naissances donc par département. Alors, j'ai souhaité vous présenter ce graphique parce qu'en fait, il est assez éclairant, je trouve. On voit qu'en fait, on a 3 départements, donc le 29, le Finistère, le 56, le Morbihan et le 22, donc les Côtes-d'Armor, avec vraiment une allure de courbe, très, très proche, donc avec des niveaux bien sûr, différents, fonction du nombre d'habitants, hein, de chaque département, mais vraiment avec une évolution très, 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 très similaire. Et puis par contre, hein, on a vraiment l'Ille-et-Vilaine qui se démarque avec, vous le voyez, donc à partir de 1995, voilà, une hausse beaucoup plus importante et qui, contrairement aux 3 autres départements, donc se prolonge au-delà de 2006, qui va jusqu'à 2010-2011. Mais par contre, après, on voit bien que, en Ille-et-Vilaine, comme dans les 3 autres départements, on a une baisse assez importante du nombre de naissances. Voilà, donc vraiment un département d'Ille-et-Vilaine qui se démarque par rapport aux 3 autres. Une nouvelle diapo donc qui présente donc l'évolution du nombre de naissances en Bretagne de 2006 à 2023, décomposée selon les effets de la démographie et de la fécondité. Donc Nathalie et Hélène vous l'ont bien rappelé tout à l'heure, hein, le nombre de naissances donc d'une année donnée donc dépend de facteurs, hein, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants et puis le nombre moyen donc d'enfants par femme. Donc là, on a à la fois le tableau et le graphique correspondant. Là aussi, en fait, on voit donc une très forte différence en fait entre d'une part l'Ille-et-Vilaine et d'autre part les 3 autres départements. On a vu que l'évolution totale donc du nombre de naissances entre 2006 et 2013 et 2023 pardon, elle est de -23,6 au niveau régional, donc c'est quelque chose d'énorme, hein. Ça veut dire qu'entre 2006 et 2023, on a un quart donc de naissances en moins dans la région. Et comment s'explique donc cette diminution des naissances? Eh bien, donc, elle s'explique à la fois donc, par un effet démographique, hein, l'évolution donc du nombre de femmes, hein, en âge d'avoir des enfants. On voit que cet effet démographique joue effectivement pour les Côtes-d'Armor, négativement pour les Côtes-d'Armor, le Finistère et le Morbihan. Par contre, en Ille-et-Vilaine, en 2023, en fait, on a un effet démographique positif, donc ça veut dire qu'on a plus de femmes, hein, en âge donc d'avoir des enfants en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, pardon. Voilà, contrairement aux 3 autres départements.
L'évolution due à l'effet de fécondité, du taux de fécondité, elle, on voit qu'elle est à peu près, similaire dans les 4 départements avec, une valeur quand même un petit peu moindre pour le Morbihan. Mais donc ce qu'il faut retenir, hein, de cette diapo, hein, c'est qu'on a 3 départements bretons, donc sur 4, hein, qui cumulent à la fois donc une baisse du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants et une diminution de la fécondité. Et par contre, pour, l'Ille-et-Vilaine, on a bien cette diminution de la fécondité, voilà, à peu près similaire aux 3 autres départements. Mais par contre, on a un effet démographique, un nombre de femmes en âge de procréer qui est plus important en 2023 qu'en 2006. Donc, cette nouvelle diapo, donc, où on retrouve, donc, la courbe de l'évolution des taux de fécondité qu'Hélène vous a montré, tout à l'heure. Alors là, sur ce, graphique, donc on a en bleu le comportement donc de la Bretagne en 2006 et en 2023. 2006 en trait continu, 2023 en pointillé et la même chose pour la France métropolitaine en rouge. Donc ce qui a été dit, par Hélène tout à l'heure, en fait, se retrouve, au niveau, régional, puisque, donc en 2006, on avait, au niveau des taux de fécondité les plus élevés, on était, vous voyez ici, donc à 17,1 enfants par femme, pour les femmes qui avaient 29 ans. Et on retrouve maintenant, le pic en 2023 le plus élevé, eh bien, il figure donc à 30 ans et c'est, seulement entre guillemets un 13,2. Donc ce qui explique donc qu'en Bretagne, donc en 2023, effectivement, donc on a une courbe plus basse que celle de 2006, hein. Et puis aussi, on a ce fameux, décalage vers la droite, hein, vers un âge donc plus élevé, du pic de fécondité où on était à 29 ans et maintenant on est à 30 ans. Et plus généralement, donc on a, une courbe qui s'arrondit, hein, alors qu'avant on avait vraiment des pics, importants sur, les âges 28, 29, 30. Maintenant cette différence-là, se voit, beaucoup moins avec vraiment un arrondissement beaucoup plus, prononcé. Alors, toujours concernant les naissances, alors, Hélène disait donc effectivement on avait peu d'informations, hein, sur les bulletins, d'état civil. Bon, on en a quand même quelques-unes qu'on peut, exploiter. Alors notamment le pays de naissance, des parents. Donc toujours on compare, 2006, donc l'année du dernier pic de natalité avec, 2023. On voit qu'on a donc en part une diminution des, naissances pour lesquelles les 2 parents sont nés en France, hein, puisqu'on on on était à peu près à 9 naissances sur 10 en 2006 et maintenant on est plutôt à 8 sur 10. Et inversement, bah, bien sûr, on a une augmentation des, naissances dont au moins un des 2 parents est né à l'étranger. Alors, on est à 10 maintenant pour un des 2 parents, né à l'étranger et aussi, 10 des naissances, pour, des parents qui sont nés, tous les 2 à l'étranger. Voilà, donc on voit quand même, on a une évolution assez forte en moins de 20 ans. On peut aussi, regarder là de façon plus anecdotique, le patronyme de l'enfant. Alors là, c'est une comparaison entre 2013 et 2023 où là, on voit que, en 2013, en fait, on avait presque 84 des enfants qui prenaient le nom de leur père, hein. C'est un petit peu moins maintenant, on est à 78,5. Le nom de la mère, il était porté par, 3,8 des enfants qui naissaient en 2013. Là, c'est un petit peu plus maintenant, on est à 4,8. Et puis surtout une augmentation des enfants qui portent maintenant le double nom, où on était à 12,1 et maintenant à 16,7. Voilà, toutes, ces données-là que je vous ai présentées, pour l'instant, c'était au niveau régional ou, départemental. Là, bien sûr, on a des situations démographiques, qui diffèrent, hein, selon, le
le territoire concerné donc, au sein de la région bretonne. Donc là, on a fait des cartes donc, au niveau des EPCI, hein, les intercommunalités. Une première carte donc, sur les taux de natalité. Donc le taux de natalité, je rappelle, hein, c'est le nombre de naissances donc, pour 1000 habitants donc, par PCI. Le taux de natalité en 2023 en Bretagne, donc il est de 8,4 pour 1000. Il est inférieur donc à celui du niveau France, où on est à 9,9 pour 1000. On a 61 EPCI donc, dans la région Bretagne, et on constate que on a 6 EPCI en fait avec un taux de natalité qui est inférieur à 6 pour 1000, donc qui est vraiment bien inférieur donc au niveau donc régional de 8,4, hein. Et ce que l'on voit, c'est que en fait, ces 6 EPCI sont plutôt concentrés dans la moitié ouest de la région. Alors je peux les citer, hein. On a le pays Bigoudin Sud ici. On a donc le Cap Sizun Pointe du Raz. On a juste à côté Douarnenez Communauté. Pas très loin, on a aussi Mondarrey Communauté. Juste au-dessus, Lannion Trégor Communauté. Et puis enfin donc Belle-Île en mer. Vous voyez, ils sont situés donc tous sur la moitié ouest donc de la région. Et puis donc à l'opposé, hein, on a cette intercommunalité donc où on a un taux qui est supérieur à 10 pour 1000, donc supérieur au niveau à la moyenne nationale, hein. Et vous voyez donc que ces EPCI là donc qui apparaissent donc en rouge foncé sont situés majoritairement donc en Île-et-Vilaine. Bon, vous pouvez le comprendre, hein, avec tout ce qu'on a présenté donc tout à l'heure, notamment donc la courbe des naissances par département. Donc là, c'est pareil, on peut citer donc les intercommunalités. Donc on a Rennes Métropole, et puis autour, donc on a le pays de Château-Giron, on a Liffré Communauté, on a Val-d'Île-Aubidier, mais aussi donc Saint-Main Montauban. Et puis Bretagne, donc Porte de Loire. Et puis on a quand même donc un EPCI donc proche de Brest Métropole, qui est aussi dans cette catégorie, donc c'est le pays de Landivisiau. Une deuxième carte, hein, où là donc on vous montre donc l'évolution du nombre de naissances entre 2006 et 2023, donc en pourcentage, hein. Avec donc en particulier donc un seul EPCI donc où on a une évolution positive donc du nombre de naissances, c'est Rennes Métropole. Et puis donc les 60 autres EPCI donc en bleu, donc avec une diminution du nombre de naissances, alors plus ou moins forte, hein. Moins de 20% donc pour les bleus clairs, et puis ça va jusqu'à au-delà de 40%, donc pour les bleus foncés. Je rappelle donc au niveau donc régional, on a une diminution de près d'un quart, hein, de 23,5% donc des naissances sur la période. Et là, pareil, donc on a 8 EPCI donc qui là aussi donc sont situés pour la plupart dans la moitié ouest de la région, avec une diminution supérieure à 40%, donc je rappelle, hein, entre 2006 et 2023. Donc c'est quelque chose quand même d'assez important. J'ai presque envie de dire effrayant. Donc dans ces 8 PCI, ben, on en retrouve 4 en fait, hein, qui ont déjà été cités tout à l'heure, avec donc des niveaux de taux de natalité faibles, hein. Donc c'est le pays Bigoudin Sud qu'on retrouve ici, c'est le Cap Sizun Pointe du Raz, les Monts d'Arrée, et puis aussi donc Lannion Trégor Communauté ici. Et donc il y en a 4 donc qui s'ajoutent, hein. On a la presqu'île de Crozon, pôle maritime. On a aussi Power Communauté. On a Morlaix Communauté ici, et on a aussi, alors quand même, hein, un EPCI donc qui concerne donc l'Île-et-Vilaine, Redon Agglomération. Mais on voit bien, hein, que donc
très majoritairement, voilà, forte baisse donc du nombre de naissances, donc voilà, essentiellement donc dans la partie ouest de la région. Alors, concernant donc les EPCI, voilà, qui résistent entre guillemets, donc avec une baisse donc inférieure à 20. Donc ce sont tous ceux qui sont en bleu clair ici. Donc on retrouve certains donc EPCI avec des taux de natalité encore assez élevés. Alors c'est par exemple donc Val d'Île-Aubigné, au-dessus de Rennes. Donc au nord-est, on a Liffré, Cormier Communauté. À l'est, on a donc le pays de Château-Giron. On retrouve aussi donc le pays de Landivisiau, hein, proche de Brest. Et ensuite, donc on a aussi Lorient, donc agglomération. Juste au-dessus, donc le Roi-Morvan, un petit peu plus donc dans le centre, l'Oudéac Communauté. Et puis donc au nord de l'Ille-et-Vilaine, les 2 EPCI donc de Côte-d'Hérault et du pays de Saint-Malo, agglomération. Voilà, et donc ce que je disais tout à l'heure, hein, juste donc un seul EPCI avec une évolution positive, hein, c'est Rennes Métropole. Voilà, donc j'ai fait une dernière diapo en fait pour résumer un petit peu toutes les infos qui sont présentes donc dans ce diaporama. Voilà les principaux éléments qu'il faut retenir. Donc une population plus âgée en Bretagne qu'en France, hein. Un solde naturel breton qui est de plus en plus déficitaire. Depuis 2006, une baisse continue des naissances, encore plus marquée dans les communes rurales. Cette baisse donc concerne tous les départements bretons, mais on a vu donc que l'Ille-et-Vilaine se démarquait. Une diminution des naissances majoritairement due à une baisse de la fécondité. Une augmentation de l'âge des mères à la naissance. Des taux de natalité plus faibles dans la moitié ouest de la région. Et puis une chute donc de plus de 20% des naissances entre 2006 et 2023, hein, qui concerne donc plus de 80% des EPCI bretons. Donc, bonjour à tous, Tristan Picard, donc chef du service études et diffusion. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. On est très content d'avoir pu vous présenter ces éléments sur la fécondité. C'est comme un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, sur lequel, bien sûr, on va continuer à travailler aussi au niveau local dans les années qui viennent, ne serait-ce que dans nos bilans démographiques, hein, qu'on sort tous les ans en début d'année, puis aussi avec des études spécifiques sur les sujets démographiques. Je profite de cette conclusion pour vous rappeler 2 éléments. Le premier, comme d'habitude, vous aurez un petit questionnaire à l'issue de ce rendez-vous de l'INSEE. N'hésitez pas à le remplir. Pour nous, c'est vraiment utile, hein, pour nous dire voilà, s'il y a des choses qui vous ont plu ou déplu. Pour nous donner aussi des idées sur les prochains thèmes qu'on pourrait aborder dans les prochains rendez-vous de l'INSEE. Et on a aussi une nouveauté depuis le début de cette semaine. On a créé un compte LinkedIn pour l'INSEE Bretagne, en fait, ce qui fait que voilà, on a enfin un compte institutionnel sur lequel on publiera à peu près une fois par semaine des éléments sur soit nos publications, soit sur des publications nationales, mais qui présentent des éléments locaux. Donc l'idée étant que on est bien conscient que sur LinkedIn, il y a beaucoup de personnes qui sont présentes en Bretagne, notamment dans les territoires. Donc, autant que possible, on va essayer de mettre en lumière des éléments territoriaux, donc soit des cartes, plutôt effectivement sur des enjeux généralement plutôt au niveau intercommunalité. Et je vois que j'ai une petite question qui vient d'être posée sur les études à venir. Alors, on en a plusieurs à venir. Alors, on a travaillé un petit peu sur les enjeux d'économie ces derniers temps, ce qui fait qu'on va avoir une étude sur les grands établissements en Bretagne. On en a une autre qui devrait paraître normalement en juillet. En octobre, on en aura une sur les industries agroalimentaires. Et puis en fin d'année ou en début d'année prochaine, sur l'analyse financière des entreprises, enfin des hôtels et des campings, pour faire court. Après, on a d'autres études, je ne vais pas vous faire tout le programme, mais on a notamment une étude qui devrait paraître prochainement sur l'emploi des immigrés en Bretagne, pour faire suite un petit peu à une publication qu'on avait faite sur les immigrés il y a quelques mois. Donc, voilà, je vous incite, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à nos publications, hein, sur le site de l'INSEE pour les recevoir dès qu'elles sortent. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur le compte LinkedIn pour être au courant des dernières choses qui concernent la Bretagne au niveau de l'INSEE. Donc, merci à tous et puis bonne journée, bon week-end.